Mesdames, Messieurs, bonsoir, ici Michel Pilote. Bienvenue à Parole à l'élu. Cette semaine, on rencontre les deux députés. Dans un premier temps, Mathieu Ravignan, le député fédéral, et après la pause, on va recevoir Alexandre Héracan, notre député provincial. Mais on commence avec M. Ravignan. M. Ravignan, qui, on le sait, est le porte-parole de l'opposition pour le Conseil du Trésor. Donc, tout ce qui s'appelle gestion, si on veut, des fonctionnaires et tout ça, c'est vous qui êtes le porte-parole officiel. Tout à fait. Alors, si on commençait tout de suite avec une activité du gouvernement qui vous a fait, j'ai presque l'impression ou le goût de dire sortir de vos gonds quand vous êtes aperçu qu'on envoyait des dépliants payés par le gouvernement, donc payés par les contribuables, pour promouvoir la réforme de l'assurance-emploi. Tout à fait. Il faut se rappeler qu'ils ont envoyé ce dépliant-là à 4,5 millions de personnes au Canada, de domicile au Canada, et puis que ça a coûté les contribuables 830 000 $ pour le faire. Donc, premier lieu, pourquoi le prix? Je veux dire, c'est beaucoup. Le dépliant, quand je vois le dépliant, c'est rien de spécial. Deuxièmement, partisans, gouvernement, la différence entre le Parti conservateur et le gouvernement, elle est où? Ces dépliants-là défendent la réforme de l'assurance-emploi. Il le fait d'une façon très élogieuse. On sait que cette réforme-là ne fait pas l'unanimité au Canada, surtout dans l'Est, surtout au Québec. Et puis, de dépenser tellement d'argent à justifier une réforme, c'est comme si on veut faire avaler la pilule aux Canadiens et Canadiennes. C'est pas acceptable, c'est pas responsable. Et c'est cette réforme-là qui fait qu'on doit presque obligatoirement se remettre au travail. Donc, même quand on parle d'emploi saisonnier, dans un rayon de 100 km, c'est quand même très grand ou vaste comme territoire. Si on trouve un emploi et que même si c'est beaucoup moins rémunéré que notre ancien emploi, on n'a pas le choix de le prendre, sinon on n'a pas d'assurance chômage, finalement. Oui, tout à fait. Et puis, il faut se rappeler, l'assurance-emploi, on paye là-dedans. C'est à nous. Et puis, les gouvernements libéraux et le gouvernement conservateur ont volé de cette caisse-là 50 milliards, 57 milliards, 50 les libéraux, 7 milliards les conservateurs. Ça, c'est 57 milliards de la caisse publique qui a été volée par des gouvernements. Et là, on essaie de nous faire avaler cette réforme-là avec un pamphlet qui nous coûte 830 000 $. Non, merci. Et vous me parliez tantôt, vous nous disiez que vous sentez que le Parti conservateur et le gouvernement, on voit de moins en moins de différences. Et on a d'ailleurs envoyé des courriels partisans directement aux fonctionnaires, comme si les fonctionnaires devaient être membres du Parti conservateur, finalement. Oui, tout à fait. Et qu'est-ce qui est troublant, c'est à l'intérieur de ces courriels-là, il y a un lien, un sondage qui encourage les fonctionnaires de se prononcer s'il y avait des élections tout de suite, quel parti supporterez-vous? Tout à fait inacceptable. Ça, c'est genre faire du sondage électoral en utilisant la liste publique des courriels des fonctionnaires. Ça met en cause l'objectivité et la neutralité de nos fonctionnaires. Ça les insulte aussi. Et puis, on a l'impression qu'ils font ça présentement parce qu'ils savent que les coupures au poste des fonctionnaires, tout le processus d'affectation dans la fonction publique a des impacts sur la popularité de ce gouvernement ici avec cette population cible-là, les fonctionnaires. Et ils veulent voir quel impact leurs coupures ont eu sur cette population-là. Et justement, vous qui êtes le porte-parole de l'opposition officielle, est-ce que vous avez été en mesure de sentir un petit peu le pouls des fonctionnaires par rapport aux coupures, celles qui sont annoncées et celles qui s'en viennent? Oui, tout à fait. Presque à tous les jours, j'ai des échos, soit à travers des fonctionnaires individuels. J'en ai beaucoup dans mon comté et je les rencontre souvent, mais aussi à travers des syndicats de la fonction publique et autres groupes. C'est le chaos, vraiment. Le moral est très, très bas. La façon que ce gouvernement ici s'est pris pour faire ces changements-là ont créé beaucoup d'animosité avec la fonction publique. Et puis ça bouleverse la vie des gens. Vous avez tenu le 8 mai dernier à dénoncer la pauvreté d'une façon
assez particulière. On n'entend pas souvent dire ça de la part d'un député, mais vous avez tenu une journée de jeûne. Qu'est-ce que vous avez voulu vraiment dénoncer par cette journée-là? Bien, je voulais sensibiliser les gens qu'il y a toujours de la pauvreté au Canada. Il y a de la pauvreté surtout chez les enfants dans notre pays. J'ai 2 jeunes filles et puis je ne peux pas imaginer que mes filles ne mangent pas à leur faim tous les jours, mais il y a des enfants comme ça dans notre pays. Un pays si riche que le Canada, il me semble qu'on se doit de créer une stratégie nationale pour affronter ce problème-là, pour vraiment répondre aux besoins des pauvres. Il y a de plus en plus de gens qui utilisent aussi des banques alimentaires, des comptoirs communautaires. Et puis, j'ai simplement voulu, symboliquement, parce qu'il faut dire que 24 heures, ce n'est pas beaucoup, comparé à une famille qui se retrouve dans une situation de pauvreté. Souvent, c'est des jours qu'ils ne peuvent pas manger ou ne peuvent pas manger régulièrement. Moi, je le savais après les 24 heures que j'allais être capable de manger mon bacon et autres. Ce n'est pas toujours le cas, malheureusement, avec nos concitoyens. Vous nous parlez justement des banques alimentaires et on sait que de plus en plus, et c'est le cas ici avec l'Ami de l'entraide, ce ne sont pas que des personnes qui sont sans emploi. De plus en plus de familles sont obligées d'avoir recours à ces banques alimentaires-là. Est-ce qu'on vous sentez, M. Ravignac, que de la part du gouvernement conservateur, il y a une réelle volonté de faire ou d'éliminer la pauvreté? Pas du tout, au contraire. On n'a aucune stratégie nationale pour l'hébergement. On n'a aucune stratégie nationale pour l'alimentation. Non, c'est une question qui ne leur préoccupe pas. Malheureusement, il y a de plus en plus de familles qui travaillent, qui doivent utiliser ces services-là. Les gens qui travaillent là-dedans, ils font du travail incroyable. Ils savent qu'il y a de plus en plus de familles qui ont parce que sont endettées. Le taux d'endettement au pays est incroyable, astronomique pour les domiciles. Et puis, il faut faire quelque chose. Vous tenez, en tant que porte-parole du Conseil du Trésor, à ce que les fonctionnaires aient des moyens, si on veut, de divulguer ou quand il y a des situations irrégulières, et il y a un projet de loi là, qui est sur la table, et vous voulez là, qu'on donne des dents, qu'on donne vraiment des moyens aux fonctionnaires de justement là, de divulguer, j'ai envie de dire stouler parce que c'est le seul mot qui me vient, mais de partager justement les anomalies qu'on voit. Oui, faut dire que la loi qui est en place n'est pas assez forte. Et puis, j'ai développé un projet de loi qui va protéger davantage les fonctionnaires divulgateurs. Il faut dire que c'est une question d'imputabilité. S'il y a quelque chose qui se passe qui n'est vraiment pas éthique, ou il y a des dépenses, ou il y a un vol de la caisse publique, il faut que le fonctionnaire ait la capacité, se sent confortable de dénoncer un acte répréhensible. Le problème, c'est que le système qui est en place ne lui permet pas de se sentir confortable. En plus, on a eu beaucoup de difficultés avec des cas dans le passé où les fonctionnaires ont eu des représailles à leur lieu de travail. Et puis, mon projet de loi fait 2 ou 3 choses, mais 2 choses principalement. C'est de donner plus de pouvoir aux commissaires d'enquêter sur des situations. Ça lui permet d'aller trouver un fonctionnaire qui est à la retraite, qui était peut-être mêlé là-dedans, parce que là, on est dans une situation où le gestionnaire ou la personne qui est impliquée peut prendre sa retraite tout de suite ou quitter tout de suite, et là, le commissaire n'a pas le droit d'enquêter sur cette personne-là. L'autre chose, c'est d'aller chercher des documents, de saisir des documents qui ne sont pas nécessairement à l'intérieur de la fonction publique. Par exemple, un contrat entre la fonction publique et puis une compagnie privée où les documents sont peut-être trouvés dans le privé au lieu d'être dans le public. Et je pense que la chose plus importante pour les fonctionnaires, c'est j'ai changé le délai de déclarer qu'on a eu des représailles sur nous comme divulgateurs de 60 jours, qui n'est pas énorme, à 18 mois, pour prendre en compte tout le processus d'évaluation qui se passe
du travail du fonctionnaire dans son poste. Mais là, est-ce que les gens actuellement, avec la loi actuelle, comme elle est actuellement, est-ce qu'un fonctionnaire peut, ou avez-vous été conscient de gens qui hésitent justement à divulguer parce que si je dénonce mon supérieur, je risque de me retrouver sans emploi ou... Tout à fait, exactement. C'est la raison pourquoi que j'ai réagi comme ça. Aussi, il faut dire que je l'ai fait en consultation avec des fonctionnaires qui ont été divulgateurs et puis aussi avec des organismes en place qui ont comme mandat d'assurer une imputabilité du gouvernement. Donc, ce sont des modifications que vous proposez au projet de loi actuel, donc un nouveau projet de loi presque. Où est-ce qu'on en est rendu par rapport à l'étude du projet de loi? Pour l'instant, elle est déposée. Et puis, on sait pas c'est pas clair quand la première lecture va se faire parce que c'est au gouvernement de décider. Les réactions de tous bords, tous côtés sont généralement positives, même du côté du gouvernement. Je n'ai pas eu une réaction très forte contre le projet de loi. On verra si le gouvernement va vouloir la rendre prioritaire. Au cours des derniers mois, M. Ravignan, évidemment que le visage de la Chambre des communes a changé un petit peu avec l'arrivée d'un chef libéral officiel, si on veut, Justin Trudeau, qui est élu, qui un petit peu, j'ai l'impression, le goût de dire qu'il a la même popularité, le même charisme que son père avait. Comment ça se traduit là, dans le quotidien à la Chambre des communes d'avoir M. Trudeau pas comme chef de l'opposition, mais comme chef du Parti libéral? Bien, qu'est-ce que ça a changé? C'est que tous les joueurs sont en place. Ouais. Là, on sait pour les élections de 2015 qui va être là. Aussi, ça nous permet d'avoir une négociation avec les libéraux en Chambre aujourd'hui, parce que là, ils ont un chef qui peut prendre des décisions à long terme. Donc, ça nous permet de coordonner peut-être un petit peu plus notre approche en Chambre, parce qu'il faut le faire entre les partis de l'opposition. Et puis, évidemment, c'est très intéressant de voir Justin travailler comme il le fait. On est de la même génération, donc c'est intéressant de voir la dynamique. Il met son équipe en place et tout. Et puis, la dynamique entre les trois chefs se dessine un petit peu. C'est clair pour moi que M. Mulcair a plus d'expérience et puis apporte vraiment quelque chose de solide. On verra pour M. Trudeau. Voilà. Bien, écoutez, M. Ravignan, merci de toutes les semaines où vous êtes venu nous rencontrer cette saison-ci. On va espérer de vous revoir la saison prochaine. On vous souhaite un bel été, profitez-en pour vous reposer et nous revenir en forme l'automne prochain. Merci. Alors, je vous invite à rester des nôtres tout de suite après la pause. Je reçois, comme je le disais tantôt, le député de Papineau à l'Assemblée nationale, Alexandre Iraca. Le séminaire des amputés de guerre, on est une grande famille, on a toute hâte de se voir. Il y a des grands, il y a des petits, puis les grands apprennent des petits comme les petits apprennent des grands. J'ai toujours aimé prendre des photos. J'étais la photographe désignée de la famille. Quand j'ai voulu poursuivre ma passion, les amputés de guerre m'ont financé ma nouvelle prothèse. Pour moi, l'Association des amputés de guerre, ça m'a apporté d'être simplement bien avec moi-même. Je suis juste moi. Je m'appelle Clémence. À ma naissance, il me manquait un pied, fait que j'ai une prothèse. C'est très utile. Quand je suis à l'école, il n'y a rien que moi qui est amputé. Au séminaire des amputés de guerre, je vois beaucoup de personnes qui sont comme moi. Je retrouve un peu ma deuxième famille. Quand je reviens du séminaire, je suis énergique. Il n'y a rien qui va m'arrêter parce que je suis une vainqueur. Alors, on est de retour à Parole à l'élu. Et comme je le disais avant la pause, mon invité, le député de Papineau, Alexandre Iraca. Monsieur Iraca, bonjour, merci de venir nous rencontrer. Ça fait plaisir. En début de semaine, en fait, la semaine dernière, vous avez présenté votre premier gala coup de cœur. Je dis premier, oui, effectivement, mais c'est presque le premier au Québec. Ouais. C'est complètement nouveau. Qu'est-ce qui vous a motivé à présenter ce gala-là? Bien, comme je l'ai expliqué le soir du gala, pendant ma dernière campagne électorale, j'ai rencontré des gens extraordinaires. J'ai découvert des endroits et des gens
qui faisaient des choses un peu plus dans l'ombre, qui ne faisaient pas nécessairement la manchette, mais on me soufflait à l'oreille, bien, cette personne-là, n'oublie pas, a fait telle chose. Et on me relatait certains exploits de certaines personnes, tant au niveau des arts, de la culture, du sport, du bénévolat. Et vers, je vous dirais, le mois d'octobre, un mois après les élections, mon équipe et moi, on a eu l'idée de faire le gala coup de cœur du député. Je l'ai fait 8 mois après avoir été élu. C'est une première édition, c'est une première tentative. Alors, ce que j'ai décidé de faire, c'est de cibler des personnes du secteur Templeton à Facette qui ont fait des exploits dans l'ombre. Et j'ai fait des déclarations de députés à l'Assemblée nationale au Salon Bleu. Et on a le droit à 1 minute pour souligner l'exploit d'une personne ou le fait d'armes d'une personne. Et moi, je m'en ai servi de ça. Tellement que mes collègues me regardaient à l'Assemblée nationale et disaient, coudonc, qu'est-ce qu'il fait? Il est même bizarre, là. Mais j'ai fait ça à 10. Il y a 11 personnes qui ont été honorées, donc j'ai fait 11 déclarations de députés pour souligner les bons coups, dans ce que ce soit, comme j'ai mentionné tantôt, la nageuse à Masson-Angers, la boxeuse à Saint-André-Avelin, le directeur de la FADOC, l'ami de l'entraide ici à Buckingham. Donc, j'ai souligné des personnes qui étaient engagées dans la communauté, soit qui ont fait du bénévolat, qui ont gagné des médailles, mais qui ont eu un petit article dans le journal ou pas du tout. Alors, je tenais à les souligner, puis à mon grand étonnement, je vais vous dire, là, puis on remettait la plaque de la déclaration signée par le secrétaire de l'Assemblée générale de l'Assemblée nationale, le DVD de ma déclaration, puis un cadeau de l'Assemblée nationale, là, qui était un bloc-notes en cuir. Donc, le comté de Papineau, qui est connu à l'Assemblée nationale, d'abord parce qu'il y a quelque temps, c'était Norm Macmillan et on connaît le personnage. Maintenant, parce qu'on sait qu'il y a des citoyens hors de l'ordinaire. Absolument. Absolument. Puis je vais vous dire, là, je le dis humblement, là, puis juste avec mon équipe, je pense que c'est un succès. Les gens ont apprécié. Donc, on va faire une 2e édition l'année prochaine. Et vous avez tenu à souligner que ce ne sont pas nécessairement des supporters libéraux là, qui ont été... Absolument pas. J'ai aucune idée, moi, les gens que j'ai honorés, s'ils sont bleus, rouges, verts. Moi, je suis le député de tout le monde. Ouais. Vendredi dernier, conférence de presse sur le terrain synthétique, enfin, sur le terrain de football, pas encore synthétique malheureusement, où est-ce que tous les acteurs, tous ceux qui sont impliqués dans le montage financier actuel étaient présents. Oui. Et pour la première fois, M. Racah, ou en fait une des rares fois, on vous a vu un petit peu sortir de vos gonds, faire une montée de lait. Je pense que vous avez vraiment hâte que le terrain soit concrétisé. Absolument. Je suis une personne là, qui se fâche rarement. Je suis plutôt zen et positif, mais là, je vais vous dire que j'étais fâché. Là. C'est un projet où les 4 paliers de gouvernement sont là. Il manque le provincial. C'est un projet qui a été déposé par la commission scolaire l'année passée. Il y a la municipalité, le conseil municipal du secteur Buckingham qui est prêt à donner une bonne somme d'argent. Il y a l'Ange gardien qui est prêt à donner une bonne somme d'argent. Il y a la commission scolaire qui donne le fonds de terrain investi dans les vestiaires, les douches, etc. C'est quand même beaucoup de sous. Et il y a l'association de soccer régionale qui appuie le projet, évidemment l'équipe de football de SAG qui appuie le projet. Et dans le comité, il y a un membre de l'équipe de Mathieu Ravignan du fédéral. Il n'y a aucune raison, parce qu'on a été chercher tout ce groupe-là, là, puis 2 municipalités. Donnez-moi un autre projet au Québec où 2 municipalités décident d'investir à un endroit alors que ce n'est même pas dans une des 2 municipalités. Ça n'existe pas. Et ces gens-là ont réussi à amasser plus de 50 de la somme nécessaire au projet. Il n'y a aucune raison, mais aucune raison. Et on a fait plusieurs appels à l'attaché politique du ministre responsable de la région. J'ai rencontré le ministre responsable de la région. C'est le silence radio. Ce qu'on a fait, on a décidé de faire une pétition qui regroupe la communauté de l'Est de Gatineau pour dire au gouvernement péquiste, arrêtez de mettre vos priorités, votre énergie et l'argent des contribuables à la gouvernance souverainiste et de former des comités pour se séparer du Canada. C'est pas ça que les gens ont besoin au Québec. Il y a 300 infrastructures sportives qui attendent après Laval. Et ce dossier-là, et c'est pas parce que je suis député de Papineau, il devrait être sur le dessus de la pile. On a ramassé plus de 50 de la somme. Il y a des élections, il y a une urgence. Pourquoi? Bien,
Oui. Les élections, effectivement, parce qu'on sait que M. Petneau-Jobin est là, on sait qu'il ne sera pas là en novembre prochain. On ne sait pas qui va le remplacer. M. Goulet, on ne sait même pas s'il va se présenter comme maire. Et voilà, il y a une urgence d'agir. Il y a des élections, soyons pragmatiques, là, il y a des élections municipales cette année. Ces personnes-là, avec des résolutions de l'ange gardien de la Ville qui dit « oui, on va investir les sommes », vont être en élection. On ne sait pas ce qui peut arriver. De nouvelles personnes, et il y aurait des élections scolaires en 2014, de nouvelles personnes peuvent arriver et dire « non, non, c'est terminé maintenant, on n'investit plus cette somme-là ». Qui va être perdant? Les jeunes. Donc, il faut agir maintenant. Et il faut continuer de signer la pétition. On a quelques jours encore. Oui, elle est en ligne sur Internet jusqu'au 26 mai. Ça se promène un peu partout aussi par écrit dans les dépanneurs, les commerces du coin. Donc, allez signer la pétition. Vous pouvez appeler à la commission scolaire Jasmin Bellavance, 819-986-8511. Vous pouvez appeler à mon bureau 819-986-9300. On va vous donner les indications, mais la pétition se promène, elle est en ligne sur le site de l'Assemblée nationale et je vais aller la déposer en personne au Salon Bleu à l'Assemblée nationale. Et il y a sûrement des gens qui vont venir avec moi et je vais interpeller la ministre. Et vous l'avez signée, M. Je vais la signer. Je vais essayer d'être le dernier qui la signe, mais je veux absolument la signer. C'est un projet mobilisateur de toute une communauté. La semaine dernière, vous avez présenté vous avez publié un communiqué de presse où est-ce que vous remettez en question le projet de loi 33, qui veut que les conditions de travail et le salaire des députés soient étudiés à l'Assemblée nationale. Vous avez un malaise avec tout ça? Bien, écoutez, il s'est perdu dans les derniers mois au Québec 30 000 emplois. Le plan Nord, là, c'est un plan Nord, pas de mine. Ça ne fait pas des enfants forts. Il n'y a personne qui travaille. L'économie du Québec, avec une gouvernance telle qu'on la connaît, et je la trouve improvisée, est dangereuse pour l'économie du Québec. Avant de se payer des services, il faut que les gens travaillent pour payer des impôts, pour qu'on puisse avoir de l'argent. Là, ils nous déposent, je me questionne sur les priorités, ils nous déposent un projet de loi sur les conditions de travail et le salaire des députés. Bon, soit. Je pense que, vous me permettrez l'expression anglaise, le timing n'est peut-être pas nécessairement bon. Il y a peut-être d'autres choses à faire avant ça, mais bon, il est déposé. Non seulement il est déposé, le projet de loi prévoit que le ministre lui-même va décider de son propre salaire. Ça n'a pas de bon sens. Nous, ce qu'on dit, c'est que mettons dans le projet de loi qu'un comité indépendant, qui ne sera pas des élus, qui ne sera pas des députés, qui ne sera pas des ministres, étudie l'emploi du temps d'un politicien provincial et établisse les conditions de travail en conséquence. Mais je ne veux pas, moi, décider de mon propre salaire. Ça n'aurait pas de bon sens. Alors, c'est ce que je dénonce dans le communiqué de presse. Dans la même lignée, vous dénoncez aussi que, malgré que ça n'aille pas nécessairement très bien et qu'on a des priorités, vous dénoncez le fait que le gouvernement s'acharne à... oui, protéger la langue française, mais à mettre des polices de la langue française. Bien là, c'est un autre projet de loi. Ça, c'est le projet de loi 14. Ouais. Alors, c'est un projet de loi qui est un non-sens. Il y a une paix linguistique au Québec présentement depuis plusieurs années. Jean Lesage a instauré l'Office de la langue française. Il faut franciser les nouveaux immigrants. Il faut protéger la langue française. Il faut s'assurer que les gens au Québec parlent français. Mais allons pas instaurer des polices de la langue qui vont obliger les petits commerces. Écoutez, là, le projet de loi 14 fait en sorte que les petites PME, une boulangerie, une petite épicerie, un dépanneur, pour afficher un poste bilingue parce qu'ils peuvent avoir des clientèles qui parlent une autre langue, le français, l'espagnol, bilingue, toujours le français en priorité, il va être obligé de remplir une montagne de formulaires pour que des fonctionnaires à Québec l'étudient. Et il va y avoir des inspecteurs qui vont venir. Ça n'a pas de bon sens, c'est trop lourd. Il faut encourager les PME, il ne faut pas les décourager. On n'a pas besoin de police de la langue. Les gens, on va parler français au Québec en incitant les gens à parler le français, en mettant de l'argent, comme on le fait dans les dernières années, plus de 3 millions à l'Office de la langue française, pour qu'ils s'assurent que les commerçants, le lieu de travail, ce soit en français. Mais de là à dire qu'on va condamner des gens pour outrage au tribunal, qu'on va envoyer des amendes salées à des petites PME, c'est complètement exagéré. C'est pour assouvir la base radicale du Parti québécois. Mais on n'a pas besoin de ça. Vous savez très bien, M. Racah, qu'encore aujourd'hui, dans la région de Montréal, mais aussi en Outaouais, il y a des endroits où on s'adresse
d'abord en anglais quand on va dans des commerces. C'est aussi un non-sens. Je pense, par exemple, au secteur Elmer, il y a même des endroits où on ne peut même pas nous servir en français. Ça n'a pas de bon sens. On ne gère pas, effectivement, ça n'a pas de bon sens. On ne gère pas le Québec par l'exception. La majorité des commerces au Québec servent les clients en français. Il y a des délinquants. On ne gère pas la majorité parce que l'exception est délinquante. On s'assure que les délinquants, qu'ils soient rattrapés puis qu'on puisse leur dire, via l'Office de la langue française, vous allez être pénalisé d'une certaine façon. Mais là, on pénalise de manière très large, ce qui n'est pas nécessaire. Et parallèlement à ça, la ministre de l'Éducation enlève l'enseignement de l'anglais au primaire. J'ai eu l'occasion ici déjà en parler à votre émission. Ce qui n'a pas d'allure, il faut que nos enfants puissent parler plusieurs langues, non seulement le français, l'anglais, mais idéalement l'espagnol. Le Québec est plus grand que ça. On doit avoir une meilleure vision que se restreindre à une langue au Québec, faire du marché interne et de dire que nous, là, on va tout faire ici au Québec en une seule langue, puis on ne s'ouvrira pas vers le monde. C'est le contraire qu'il faut faire. Il y a plusieurs pays en Europe où les gens parlent 4 langues. On est capable, il faut viser le meilleur pour nos enfants, non le plus bas. On va toujours parler français. J'avais donné l'exemple de mon père qui ne parlait pas un mot français ni anglais. Il a appris le français. Je l'ai appris. Jean Lesage l'a compris. En instaurant l'Office de la langue française, il faut aller avec une approche positive et non coercitive. Et en terminant, vous avez aussi interpellé le ministre de la Santé par rapport aux 55 lits manquants là, au C3S de Papineau. Et on vous dit, on répond là, le dossier n'était pas prêt. Le ministre de la Santé est déconnecté de la région de l'Outaouais. Là. Il a mis une ambulance usagée pour l'Outaouais. Il a retiré une ambulance à Chénéville. Écoutez, là, je vais demander pour les 55 lits. C'est un projet qui avait été annoncé, budgété, parce que là, la ligne là, du Parti québécois, c'est de dire que le Parti libéral, mon Dieu, avait annoncé des projets qui n'étaient pas budgétés. C'est complètement faux. Il était annoncé. Le directeur du C3S de la région de l'Outaouais le sait très bien et il me l'a dit. Il était sur le bureau du sous-ministre. Donc, le projet est là et sur la table. Maintenant, le ministre semble ne plus croire au CHSLD et veut mettre l'argent dans de nouvelles structures administratives qu'on ne connaît pas encore. Pendant ce temps-là, à l'hôpital de Buckingham, il y a 2 personnes âgées par chambre qui attendent une place au CHSLD pour avoir des services de qualité. Voilà. Alors, évidemment, on va suivre ça de près, M. Racah. Je veux prendre le temps de vous remercier pour toutes les fois où vous êtes venu nous rencontrer à l'émission Parole à l'élu. C'est ça a été très apprécié. On va se revoir, évidemment, la saison prochaine. Oui. Merci beaucoup. Alors, c'est ce qui complète notre émission pour aujourd'hui. Je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine, alors que je reçois le maire de Gatineau, M. Marc Bureau, et le conseiller et chef d'Action Gatineau, M. Maxime Pedneau-Jobin. Et ça va être évidemment la dernière émission de la saison. Mon nom est Michel Pilote, au nom de toute l'équipe, je vous souhaite une très bonne fin de soirée sur nos ondes. On se revoit la semaine prochaine.